Bonjour à tous, c'est dans un décor parisien que nous nous retrouvons cette semaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire. Un décor qui nous plonge dans le sujet de cette émission qui portera sur l'un des emblèmes de la capitale française, Notre-Dame de Paris. L'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a suscité l'émoi dans le monde entier, la flèche, la charpente, le transept nord, des dégâts nombreux qui laissent une plaie béante. Si les flammes ont pu être maîtrisées dès le lendemain, il fallait alors faire face à un défi, celui de la conservation puis de la restauration de ce joyau architectural, véritable monument de l'histoire mondiale. Pour mener à bien ce chantier du siècle, toutes les énergies sont alors mobilisées, architectes, ingénieurs, conservateurs, archéologues, chercheurs, cordistes, compagnons et restaurateurs. Dans cette émission, nous allons nous intéresser au volet scientifique de ce chantier hors du commun. Ce sera le thème de notre débat avec deux spécialistes qui nous donneront quelques éléments de compréhension de leurs travaux en parallèle de la reconstruction à proprement parler. Et puis, dans la deuxième partie, nous parlerons de l'engouement autour du roman de Victor Hugo suite au drame ou comment Notre-Dame, le livre, et Notre-Dame, la cathédrale, n'en finissent pas de toucher le cœur des Français et pas seulement des Français d'ailleurs. J'accueille tout de suite les deux premiers invités de cette émission, Stéphane Deschamps et Thierry Zimmer. Merci d'être avec nous dans cette émission. Je commence par vous présenter à nos téléspectateurs. Stéphane Deschamps, vous êtes archéologue de formation, conservateur général du patrimoine. Dans le cadre des travaux de Notre-Dame, vous êtes chargé par la DRAC de la coordination du programme de prélèvement et de gestion des vestiges issus de l'incendie de l'édifice en étroite collaboration avec le laboratoire de recherche des monuments historiques et le centre de restauration et de recherche des musées de France. Et Thierry Zimmer, vous êtes égyptologue de formation. Vous avez travaillé 7 ans en Égypte. De retour en France, vous avez obtenu le concours de conservateur du patrimoine. Vous êtes aujourd'hui conservateur général du patrimoine et directeur adjoint du laboratoire de recherche des monuments historiques. Vous vous connaissez, je crois, tous les deux. Hein ? Très bien, très bien. Alors, dans quel état se trouve Notre-Dame aujourd'hui? Où en sont les travaux? Dans quel état se trouve Notre-Dame aujourd'hui? Notre-Dame est presque sauvée. Tant que l'échafaudage ne sera pas complètement retiré, on a toujours quelques craintes. Mais je dirais qu'à la fois du point de vue architectural et technique, on a l'espoir que ce sauvetage puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Pour 2024. Tout à fait, et également dans des conditions scientifiques le plus irréprochables possible, malgré la difficulté de travail quotidien à l'intérieur de l'édifice. Alors on va revenir sur le sujet qui nous occupe. Après l'incendie qui a frappé la cathédrale, de nombreux chercheurs se sont rendus sur place en parallèle des opérations de secours. Vous étiez là? Alors nous sommes arrivés une semaine après, puisque l'idée était effectivement avec nos collègues archéologues, avec Stéphane et son équipe, de pouvoir établir un protocole permettant de ne pas perdre d'informations sur les vestiges qui se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale suite à l'effondrement de la flèche. Parce que l'important, c'était de conserver tout ce qui se trouvait à ce moment-là à l'état de gravat et qui allait devenir des vestiges. C'est tout à fait. Oui, et alors, juste une petite précision, il n'y a pas tant de scientifiques que ceux-là qui ont pu accéder au monument après l'incendie, juste après, pour des raisons évidentes de sécurité, de sécurisation. Je crois que le premier travail des architectes et l'équipe de maîtrise d'œuvre, ça a été de sécuriser les lieux. Donc peu de scientifiques, beaucoup de scientifiques souhaitaient venir sur place. En fait, les choses étaient beaucoup plus complexes. D'où la nécessité de mettre en place ce que Thierry Zimmer a évoqué à l'instant, c'est un protocole de prélèvement, c'est de considérer, et vous avez employé l'expression tout de suite, que nous n'étions pas face à des gravats classiques qu'il allait falloir enlever, parce que de toute façon il faut les enlever, mais face à un ensemble de vestiges porteurs d'une information qu'il fallait donc mettre en place un protocole
particuliers pour bien les prélever et conserver cette information. Alors là, je me mets à la place du public. Ça peut paraître étonnant, un archéologue qui se rend sur un chantier, on imagine plutôt un chantier antique. Qu'est-ce que l'archéologie vient faire dans un chantier comme celui-là? Moi, j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui me disaient des archéologues sont à Notre-Dame, vous êtes en train de fouiller Notre-Dame. Voilà. Même des collègues parfois m'interpellaient, mais vous fouillez Notre-Dame. Pas tout à fait. Enfin, oui, quelque part, c'est une forme de fouille. En fait, l'idée a été d'appliquer les méthodes de l'archéologie, les méthodes de prélèvement, des appliquer à ces gravats qu'on évoquait à l'instant, en mettant, je dirais, de concert l'ensemble des compétences disponibles. C'est là où je pense qu'il y a eu un élément important. Le fait de recueillir des vestiges avec précaution, c'est pas une nouveauté en soi. Mais le fait de mettre en place tout un dispositif et une chaîne opératoire de traitement qui va du prélèvement jusqu'à la conservation des vestiges, en associant toutes les compétences, et c'est vrai que je pense d'avoir l'œil de l'archéologue, l'œil du spécialiste pierre, l'œil du spécialiste bois du laboratoire de recherche ou autre, c'est une complémentarité qui était absolument nécessaire pour ne pas perdre ces informations précieuses qui concernent à la fois la cathédrale médiévale et également moderne et contemporaine. Enfin, on a tout un ensemble. Oui, alors c'est un chantier scientifique qui s'est ouvert donc à ce moment-là. Quels sont vos rôles respectifs sur ce chantier, Thierry Zimmer? De notre côté, donc, le laboratoire de recherche des monuments historiques est une structure unique en Europe, qui est une structure qui est dédiée à la connaissance des matériaux constitutifs des éléments patrimoniaux. Donc le rôle des chercheurs, des 23 scientifiques du laboratoire, dans les 9 domaines différents, est effectivement de donner des informations sur pourquoi ces matériaux se dégradent, comment les conserver, comment les préserver, les analyser dans ces buts précis et diffuser également la connaissance que nous acquérons sur ces différents monuments. Et donc nous sommes vraiment sur un aspect qui est un aspect scientifique, science dure du terme, au service des sciences humaines, pour aider à connaître tout ce que les différents éléments constitutifs de la cathédrale ont subi. Le bois, qui ne pourra être réutilisé, mais les pierres, dont certaines pourront peut-être être réutilisées dans la reconstruction, le métal, qui servira de modèle pour certains éléments qui n'ont pas fondu, heureusement tout n'a pas fondu, et également de travailler d'un point de vue, j'allais dire, également sanitaire, sur la diffusion du plomb. Ce plomb qui s'est déposé, beaucoup moins qu'on ne l'a dit. Oui, on en a beaucoup parlé, mais finalement, ça n'était pas si important. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Stéphane Deschamps, votre rôle sur le chantier? Ça a été d'abord au départ, on l'a évoqué tout à l'heure, de mettre en place ce protocole avec le laboratoire, de veiller à sa bonne application. Mais en fait, ce rôle, je parlais de chaîne opératoire tout à l'heure, il est continu. C'est-à-dire que là, le prélèvement vient de s'achever, le prélèvement des matériaux qui étaient sur les voûtes. Donc il y a les matériaux tombés au sol et les matériaux sur les voûtes. Il restera des éléments à la fin du démontage de l'échafaudage. Mais le travail ne s'arrête pas là. Tout a été conservé. Donc il y a d'autres phases de tri qu'il va falloir mettre en œuvre pour savoir qu'est-ce que l'on conserve comme éléments qui pourraient avoir une vocation muséographique. Et puis surtout aussi conserver des éléments qui serviront, je dirais, comme on conserve des objets archéologiques, on va constituer une collection de références qui sera la collection notamment des éléments de charpente, notamment du lapidaire venant de Notre-Dame. Donc ça, c'est un travail qui est pas simple parce que là, pour le coup, on a beaucoup de matériaux, donc il faut mettre en place des critères de choix et pas se tromper. Et il y a ce qui va intéresser les laboratoires maintenant pour des recherches immédiates et qui, pour certaines d'entre elles, vont apporter des éléments intéressants pour la restauration, pour la maîtrise d'œuvre. Et puis, il y a aussi des éléments qu'on doit conserver parce que peut-être que dans 1 ou 2 générations, on aura des questions précises à poser sur ces matériaux, on voudra revenir dessus et on sera bien content de trouver les matériaux conservés. Or, on ne peut pas forcément tout conserver. Donc voilà, le travail va continuer pour nous encore assez longtemps. Quelles sont les principales difficultés sur ce chantier? Les conditions de travail, je crois, sont très contraignantes. Les conditions de travail sont très contraignantes puisque vous avez une nécessité qui est de protéger effectivement la santé de toutes les personnes qui interviennent. Donc lorsque des choses sont remuées, automatiquement vous avez des émissions du plomb qui s'est déposé, même si ce plomb était sous forme de vaporisation. Et donc quand on remue et qu'on trie les vestiges pour retrouver même des clous,
médiévaux ou des clous du 19e, dans des tas de cendres que l'on remue. Déjà, vous avez un gros volume de poussière qui se dégage, et on est donc obligé de travailler, de même d'ailleurs que l'ensemble des entreprises, avec des masques à ventilation assistée, avec des gants, avec des tenues spécifiques. Donc on travaille un peu comme des cosmonautes, ce qui est très fatigant. On a eu à un moment donné avec un des agents de Stéphane, on travaillait en haut à 50 degrés au soleil. Ah oui, quand même. Donc avec nos collègues, les entreprises cordistes, qui eux sont toujours équipés. Une autre illustration peut-être aussi de ces difficultés que vous évoquez, que Thierry rappelait, c'est le travail habituel lorsqu'on prélève des vestiges, c'est d'accéder aux vestiges et de les prélever soi-même. Là, ça n'a pas été possible, puisque sous les voûtes qui n'étaient pas totalement sécurisées, personne ne peut circuler. Donc ce sont des engins télécommandés qui vont prélever. Donc il faut se mettre, nous, en ordre de marche pour avoir un relevé aussi précis que possible, par photogrammétrie, etc., des éléments qui vont être prélevés que des engins télécommandés vont prélever. Donc ça, c'est une sorte de fouille par procuration, c'est assez curieux. Et sur les voûtes, Thierry l'évoquait à l'instant, c'est pas les engins cette fois-ci, mais c'est les cordistes qui, eux, font ce travail suspendu pour aller prélever ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est des difficultés auxquelles on n'est pas du tout habitué. Enfin voilà, c'est très particulier comme contexte scientifique. Alors ce n'est pas la première fois que Notre-Dame de Paris est sauvée. Au début du 19e siècle, la cathédrale, qui a alors plus de 500 ans, se trouve dans un état de dégradation avancé au point que sa démolition est envisagée. C'est grâce à l'intervention de plusieurs personnalités que le bâtiment est finalement restauré, parmi eux Victor Hugo, qui en fait un personnage central grâce à son roman Notre-Dame de Paris, et l'architecte Viollet-le-Duc, qui défend un projet architectural ambitieux, fidèle au monument médiéval, mais avec une part de créativité. Un chantier qui s'étendra sur 20 ans et que les tout premiers photographes documentent abondamment, alors que cette nouvelle technique est déjà en vogue à Paris. C'est le sujet de l'exposition qui s'est ouverte début septembre à la crypte archéologique de l'île de la Cité et que nous allons découvrir maintenant. Notre-Dame de Paris, emblème de la capitale française. Mais la célèbre cathédrale n'a pas toujours fait l'objet d'une telle admiration. Sa destruction a même un temps été envisagée au XIXe siècle. Fort heureusement, certains s'y sont opposés, notamment Victor Hugo, qui a mené la guerre aux démolisseurs avec son roman Notre-Dame de Paris, suscitant un engouement populaire pour celle qui deviendra plus tard l'âme de la ville de Paris. Victor Hugo fait de la cathédrale un personnage dans son roman, et il écrit son roman à une époque où il y a des projets aussi pour que la cathédrale devienne une carrière de pierre et soit remplacée par une place. Donc en popularisant aussi l'édifice, il contribue à en faire un monument national et à la fois aussi le symbole de Paris. Eugène Viollet-le-Duc est l'un des architectes qui se voit confier le projet de restauration en 1844. Il livrera une version magnifiée de Notre-Dame tout en légèreté et signera sa célèbre flèche culminante à 96 mètres. Et Viollet-le-Duc veut pas simplement restaurer la cathédrale, il veut aussi en faire un bâtiment gothique, la cathédrale idéale. Et il se documente énormément et il va devoir aussi expliquer qu'il y avait une flèche, puisque au moment où il intervient, l'édifice n'a plus de flèche, mais il va devoir prouver que l'édifice en avait un, qu'elle a été détruite, et il va devoir défendre au XIXe siècle son projet de flèche. Le parcours de l'exposition revient sur les différentes étapes de la restauration de l'édifice, un processus largement documenté grâce à la photographie, officiellement né dans les années 1830 et qui connaît immédiatement un vif intérêt à Paris. Le chantier de la cathédrale va constituer un point d'attraction très important pour tous les photographes parisiens qui se succèdent nombreux sur le chantier. Et aujourd'hui, nous avons donc des photographies qui témoignent de l'état de la cathédrale avant les interventions de Viollet-le-Duc, qui révèlent vraiment un édifice fragilisé et puis qui permettent aussi de voir l'état de la galerie des rois et d'autres parties de l'édifice. Et grâce à eux, on peut suivre aussi les différentes étapes du chantier et découvrir aussi la flèche de Viollet-le-Duc alors qu'elle venait juste d'être achevée. Reproduction de dessins et de photographies d'époque, dispositifs numériques,
Le visiteur est invité à remonter le temps pour se plonger dans un épisode presque oublié de l'histoire de Notre-Dame qui fait écho aux événements récents. Tout le parcours en fait, sur l'histoire et cette relation avec Victor Hugo et les Français qui ont redécouvert un peu leur patrimoine grâce au livre, c'était assez intéressant. Quand on a vu brûler Notre-Dame, ça fait de la peine à beaucoup de gens, même s'ils n'étaient pas de religion catholique. Je suis venu, pas le jour de l'incendie, mais je suis revenu après. On ne peut pas s'empêcher, même si on n'est pas trop pratiquant, d'avoir beaucoup d'émotions. On se rend compte que ce monument avait failli, je ne savais pas, disparaître finalement après la Révolution. Et donc, quand on voit les premières images de toutes noires, avec le parking, tout ça, on se demande même comment c'était possible. Et finalement, on doit, c'est porteur d'espoir ce qu'on fait aujourd'hui. Déjà, à l'époque, la photographie est très présente. Ces anciens clichés permettent de suivre les étapes de la reconstruction qui a eu lieu entre 1845 et 1863. C'est un petit peu le même principe que ce que vous nous décrivez, Stéphane Deschamps. Oui, c'est un peu le même principe avec... Comment dire, je vais faire le parallèle avec mon cœur de métier qui est l'archéologie. En fait, le documenter, c'est presque une obsession pour l'archéologue. Parce que l'archéologue, en fait, consomme son matériau d'étude au fur et à mesure. Bien, on est à peu près dans le même schéma. C'est-à-dire qu'en fait, on a ces effondrements de la charpente du XIIIe siècle, par exemple, dans la partie orientale de la nef. C'est une information. Les bois sont les uns à côté des autres, etc. Cette information, il faut la conserver. D'où la nécessité de mettre en place le maximum de photographies possible, pas seulement pour le souvenir, mais pour documenter le travail qui a été fait. Alors, Thierry, pour être plus précis que moi, le laboratoire de recherche des monuments historiques a fait des milliers de clichés. On a également fait réaliser des clichés photogrammétriques, c'est-à-dire qu'au-dessus des tailloirs des chapiteaux, on a des appareils qui, en instantané, prenaient des photos. Il y a tout un traitement qui est fait ensuite pour qu'on puisse recevoir sur une tablette une orthophotographie, donc strictement verticale de l'amas, numéroter sur la tablette les éléments qui vont être prélevés. Il y a une version numérique de Notre-Dame voilà. qui a été constituée et tout ça, voilà. qui récupère toutes ces informations pour les chercheurs et éventuellement pour d'autres travaux d'ailleurs par la suite. Tout à fait. Alors ce qui a été fait dans ce cadre-là va rejoindre ce que les spécialistes appellent un écosystème numérique, qui est une sorte de système d'information en 3D où l'ensemble des informations, mais pas seulement celles qui ont été prélevées lors de nos travaux, mais également tout ce qui documente un petit peu le chantier, vont rejoindre cet écosystème numérique. Donc c'est une plateforme d'information qui va être précieuse pour la suite. Et puis les prélèvements qui sont réalisés aujourd'hui sur des éléments provenant de Notre-Dame donnent des informations sur la cathédrale, bien sûr, mais aussi sur d'autres éléments, par exemple le climat au Moyen-Âge, grâce à des prélèvements sur le bois, qui peut aussi documenter sur l'évolution de notre climat. Question très contemporaine. Tout à fait, oui. L'analyse qui pourra être faite au niveau des bois, dont aucun ne sera réutilisé dans la reconstruction pour des raisons qui sont tout à fait évidentes, vont permettre de reconstituer cette fois-ci un écosystème qui était l'écosystème des forêts médiévales, avec une connaissance qui sera bien meilleure. Ce sont des choses qui viendront dans un deuxième temps. Tout le travail qui est fait à l'heure actuelle vise à aider les architectes à restituer éventuellement, à pouvoir remployer des éléments qui étaient tombés au sol. Et ensuite, effectivement, j'allais dire que le temps des scientifiques, il viendra pendant 10, 20, 30, 40 ans. La conservation des items dont parlait Stéphane, ça va nourrir des générations de scientifiques, des générations de thèses, de masters, parce qu'on va avoir dénudé une cathédrale qu'on n'avait jamais vue nue quelque part, avec les marques de carrier sur les blocs, avec les marques d'outils, et les repérages sur les bois, que l'on peut encore lire, malgré le fait que une grande quantité est brûlée. Donc tout ça va venir dans un second temps. Là, on est dans le temps de l'urgence, sauver, aider à restaurer et restituer ce paysage urbain dans lequel Notre-Dame est très ancrée. Et puis donc certains éléments de Notre-Dame, lapidaires pour l'essentiel, pourront être réutilisés justement au moment de la restauration. Vous pouvez nous donner quelques exemples, Stéphane Deschamps? C'est plutôt la compétence de Thierry Zimmer, mais effectivement une partie des éléments ont déjà fait l'objet d'un tri pendant le travail qui est conduit par nos équipes pour identifier les éléments qui seraient susceptibles d'être réemployés. Après, c'est quoi ces éléments alors?
des éléments de claveau, des éléments d'arc ou autres, voilà, qui, d'une part, en raison de leur bon état de conservation, leur absence de fracturation, les éléments éventuellement significatifs de telle ou telle partie de décor ou autre, sous réserve que l'analyse montre que le bloc n'est pas fracturé ou autre, pourraient être réemployés. Ça, c'est un élément important. Puis je veux juste revenir un tout petit peu sur un élément qu'évoquait Thierry Zimmer à l'instant. C'est notre responsabilité, elle est bien là. C'est qu'un chercheur qui, dans 20 ans ou 30 ans, voudra travailler sur un élément d'assemblage en bois ou autre, il saura qu'il vient de Notre-Dame. Mais c'est pas ça le sujet. Il saura qu'il vient précisément de telle ou telle ferme de charpente trouvée à tel ou tel endroit. Ce qui donne beaucoup plus d'informations pour un chercheur. Complète. Voilà. Là, il y a une vraie responsabilité, je pense, encore une fois, dans des conditions qui n'étaient pas les plus faciles. Alors là, je m'adresse à vous, puisque vous êtes l'archéologue sur ce plateau. Les excavations réalisées d'ores et déjà notamment pour mettre en place la grue à l'intérieur de Notre-Dame, ont donné lieu à de nouvelles découvertes archéologiques, parce que c'est pas ce qui manque dans cette zone de Paris. Comment vont être gérés ces éléments? Alors en fait, c'est une redécouverte. Je pense que vous parlez du mur de quai qui a été découvert à l'emplacement de la grue. C'est une redécouverte. Ce mur avait déjà été mis au jour par la commission du Vieux Paris. Voilà, et il a été redécouvert. On a pu l'analyser. Alors l'idée, elle est très simple. C'est que pour tous les aménagements qui seront faits à Notre-Dame et qui sont susceptibles de porter atteinte au sous-sol, on va s'intéresser à l'aspect plus classique de l'archéologie. On va procéder en 2 temps. D'abord un diagnostic, c'est-à-dire des sondages, pour voir si effectivement il y a un impact ou pas sur les vestiges. On a parlé de la grue, il y aura une deuxième grue sans doute. Il y a d'autres aménagements électriques ou autres, peut-être des éléments de chauffage. Enfin, tout ça donnera lieu donc à des diagnostics et ensuite à des fouilles préventives. Tout l'enjeu, en fait, mais c'est valable pour tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est que toutes ces précautions scientifiques soient prises et qu'elles soient prises dans le cadre d'un calendrier particulièrement contraint qui est celui de Notre-Dame. C'est ça l'enjeu. On va finir sur un mot à propos de la protection du patrimoine en général. Depuis l'appel de Victor Hugo en 1825 jusqu'à aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui a eu lieu sur la nécessité de protéger le patrimoine archéologique. C'est une idée qui a fait son chemin. Pensez-vous que les politiques menées actuellement permettent d'éviter de devoir à nouveau sauver Notre-Dame? Thierry Zimmer. La prise de conscience des problèmes d'incendie, des problèmes d'inondation n'est pas nouvelle. Ce sont des choses sur lesquelles l'État travaille depuis des années. À l'heure actuelle, il y a eu aussi une prise de conscience par rapport à la sécurité et à la sûreté de nos cathédrales qui s'est redéveloppée. Il y a un plan cathédral qui est en cours justement pour essayer d'éviter, mais il faut toujours avoir conscience qu'on n'évitera jamais totalement. Il n'y a pas de risque zéro. La cathédrale de Nantes en est un exemple tout à fait récent. Vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de mettre le feu à un édifice, sachant que les églises françaises appartiennent aux communes pour la très grande majorité, pour tout ce qui est antérieur à 1905, et au clergé pour ce qui est postérieur. Et que l'État se doit, ce qu'il fait, de donner l'exemple sur ces édifices, mais il faut aussi qu'au niveau des collectivités territoriales, il y ait une répercussion de cette prise de conscience importante. Stéphane Deschamps, vous voulez ajouter un mot ? Non, enfin, il me venait à l'esprit quand vous évoquiez ces questions-là, que bien évidemment, il y a des précautions, elles évoluent, le risque zéro n'existe pas en matière patrimoniale comme ailleurs, hein, ça c'est clair. Non, je pensais à quelque chose aussi sur l'évolution de la notion même de patrimoine et tous ces débats que l'on a autour des principes de restauration. Vous parliez, enfin, le petit reportage tout à l'heure parlait de la flèche de Viollet-le-Duc. Lorsqu'il a créé cette flèche, il y a eu débat entre les modernistes. Il a dû défendre ce projet. Tout à fait, il a dû défendre son projet. Et je crois qu'on a beaucoup progressé de ce point de vue-là. On ne ferait peut-être plus comme l'a fait Viollet-le-Duc maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas restituer la flèche de Viollet-le-Duc, ça c'est un autre sujet. Mais on ne ferait peut-être plus comme ça sur un édifice parce que notre sensibilité a un petit peu évolué. Voilà, mais c'est des concepts qui évoluent et puis la notion même de patrimoine, je dirais les frontières, vous parlez de l'archéologie, les frontières du patrimoine, le domaine de l'archéologie, elles sont très très larges. C'est-à-dire que l'archéologie, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à hier, on va dire, pour faire simple, pour caricaturer un petit peu. Mais la période contemporaine est prise en compte. C'est une science qui évolue.
avec le temps. Tout à fait. Et c'est la fin de notre débat, malheureusement. On aurait aimé en savoir plus. Merci Stéphane Deschamps et Thierry Zimmer d'être venus partager avec nous vos travaux passionnants et assez peu connus du grand public. Vous restez avec nous. Nous allons accueillir maintenant l'invité de la semaine qui va venir nous parler de Victor Hugo. Elle va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Bonjour Blanche Cerchiglini. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Pour tout vous dire, consacré cette semaine à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je commence par vous présenter, Blanche Cerchiglini. Vous êtes éditrice et vous dirigez les collections Folio Classique et Folio Théâtre aux éditions Gallimard. Vous êtes également critique littéraire et vous publiez régulièrement dans des revues spécialisées et sur votre site internet blanchecerchiglini.com. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de l'extraordinaire nouvelle vie du roman de Victor Hugo après l'incendie et comment cet engouement pour l'œuvre littéraire a contribué à réunir des fonds pour la reconstitution de Notre-Dame de Paris. Alors, le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, a connu un succès populaire dès sa sortie. C'est le 16 mars 1831. La critique est tiède, mais le lectorat est au rendez-vous. Et c'est ce livre qui va insuffler une ferveur nouvelle pour la cathédrale et qui donnera un élan à la mise en œuvre de sa restauration. Depuis, le succès du roman ne s'est pas démenti. Vous qui êtes une critique littéraire, qu'y a-t-il dans cette œuvre qui séduit autant les lecteurs à travers les siècles, et y compris dans des versions traduites à l'étranger aussi? Oui, absolument. Je crois que c'est d'abord un extraordinaire roman historique. Victor Hugo fait ici revivre le vieux Paris avec tous ces lieux mythiques que sont le gibet de Montfaucon, la place de Grève, la cour des miracles, qui sont gravés dans notre imaginaire et dont on trouve encore des traces dans le Paris actuel. Et puis c'est un roman avec des personnages inoubliables. Esmeralda, la gitane qui danse sur le parvis avec sa chèvre d'une extraordinaire beauté. À l'opposé, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, le sonneur de cloche, pris d'un amour transi pour Esmeralda, l'opposition entre la beauté et la laideur. Et puis au milieu, Claude Frollo, l'archidiacre, personnage mystérieux, féru d'ésotérisme, d'alchimie, lui aussi amoureux d'Esmeralda, alors même qu'il est religieux. Donc il éprouve une fascination et une répulsion en même temps pour cette héroïne. Donc de grandes figures, et puis c'est un grand roman populaire. C'est un roman qui immédiatement a eu du succès, qui a tout de suite été illustré. Au XIXe siècle, les éditions de ce roman étaient toutes illustrées. Et ensuite, au XXe siècle, on a rencontré de nombreuses adaptations télévisées, cinématographiques, jusqu'aux comédies musicales. Donc c'est un roman qui fonctionne par vignettes, par grandes scènes, par grands morceaux de bravoure. Et on peut le lire en effet en morceaux choisis, comme je l'ai fait dans cette petite édition, qui est une anthologie de textes plutôt pour le public scolaire. C'est aussi un grand roman qu'on lit à l'école et qu'on a plaisir à redécouvrir à l'âge adulte. Vous le relisez, Stéphane Deschamps, Thierry Zimmer, vous avez relu Notre-Dame après l'incendie? Relu Notre-Dame, oui, et surtout regardé toutes les illustrations et peintures qui ont été faites à l'époque, qu'il s'agisse de Louis Boulanger, qu'il s'agisse des illustrations originales de l'édition de 32, si j'ai bonne mémoire, Célestin Nanteuil, et avec des illustrations qui ont marqué, je dirais, le néo-gothique. C'est ça qui est extrêmement intéressant parce que le frontispice de l'édition de 32, si j'ai bonne mémoire, de Célestin Nanteuil avec tout un encadrement néo-gothique marquera pendant très longtemps, on va dire jusqu'au-delà du milieu du 19e siècle, une certaine façon de publier les ouvrages et de les illustrer. Stéphane Deschamps. Tout à fait. Non, mais de ce point de vue-là, c'est intéressant puisqu'il n'y a pas d'antagonisme, je dirais, entre la manière dont on peut aborder le patrimoine dans les restaurations ou autres et l'ouvrage de Victor Hugo et cette sensibilisation à la protection du patrimoine que l'on évoquait tout à l'heure et puis au néo-gothique que Thierry rappelait à l'instant. C'est assez passionnant et c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure la sensibilité par rapport à la manière de restaurer ou autre. Bon, c'est vrai qu'il y a largement contribué, même si on aborde les choses peut-être différemment maintenant, mais voilà, c'est très marquant de ce point de vue-là. On sait que Viollet-le-Duc a lu l'ouvrage de Victor Hugo.
Hugo. Ah oui. Tout ça, ça va dans le même sens. Il y a vraiment un lien très présent d'aller-retour entre l'œuvre littéraire et la ça ira cathédrale. jusqu'à Mérimée, qui a été, je crois, à la fondation de la notion de patrimoine national. Mérimée qui s'inspire d'Esmeralda pour son personnage de Carmen. Ah oui. Tout est lié. Tout est imbriqué. Oui. Alors le 15 avril donc, 2019, l'incendie emporte une partie de la cathédrale sous le regard sidéré du monde entier. Dès le lendemain, le roman de Victor Hugo est premier des ventes sur les sites de vente en ligne. Blanche Cerchellini, vous avez pu le constater? Oui, c'était absolument extraordinaire. En effet, dès le lendemain, tout de suite, il y a eu cette cristallisation autour de cette œuvre qui, il est vrai, est parfaite pour le sujet qui nous occupe. La cathédrale est inscrite dans le titre du roman, et puis surtout, Victor Hugo fait de la cathédrale le personnage principal. C'est vraiment pour lui une sorte de monstre, à la fois attirant, fascinant, vivant, en pleine évolution. Et puis Victor Hugo nous fait entrer dans la cathédrale. Avec lui, on ne reste pas sur le parvis, on y pénètre et on vit. Alors devant la demande, les éditions Gallimard ont réédité la version de poche, je crois. 40 000 exemplaires ont été vendus entre le moment de l'incendie et la fin de l'année 2019. Vous vous attendiez à un tel succès? Alors, à un tel succès, oui, c'est absolument extraordinaire. On a multiplié par 10 nos ventes annuelles et la première semaine au moment de l'incendie, nous avons vendu l'équivalent d'une année de vente pour ce titre. Voilà. Vraiment et nous avons, c'est extraordinaire, et nous avons tout de suite eu cette envie d'apporter notre pierre à l'édifice en annonçant que nous allions reverser les bénéfices de la vente de cet ouvrage, ce qui représente à peu près 1 euro par exemplaire vendu. Nous l'avons fait. Nous venons de verser 40 000 euros à la Fondation de France, qui est un des organismes qui s'occupe de la souscription nationale lancée par le président Macron. Là, je crois que le grand public avait besoin, envie, mais aussi besoin alors bien sûr de se consoler avec la littérature, ça c'est très important, de trouver un roman fédérateur qui réponde à la douleur, qui soit aussi quelque chose de présent, d'ancré. Nous voyons cette cathédrale en train de tomber en poussière. On avait besoin, à l'opposé, d'avoir quelque chose qui demeure. Et puis on avait constaté un phénomène similaire, notamment je me souviens au moment des attentats de Paris, avec le roman d'Hemingway, Paris est une fête, ou encore plus récemment pendant le confinement, c'était La peste de Camus. Est-ce qu'on peut dire que la littérature est une soupape dans les cas de drames collectifs? Oui, absolument. Il y avait eu aussi le traité sur la tolérance de Voltaire au moment des attentats qu'on était allé relire. Oui, là je crois que c'est vraiment la vocation des classiques, c'est-à-dire ces œuvres qui font partie de notre patrimoine, qui sont présentes comme des pierres sur notre chemin, et puis à un moment on éprouve le besoin d'aller piocher dans ce grand fond patrimonial de notre littérature et de se consoler avec la littérature et de partager cette expérience, puisque la lecture, plus encore que d'autres arts, plus encore que la musique, est une expérience qu'on a envie de partager avec les autres. La défense du patrimoine était une idée neuve à l'époque de Victor Hugo. Il a été visionnaire en écrivant « Ces monuments sont des capitaux. Un grand nombre d'entre eux, dont la renommée attire les étrangers riches en France, rapportent au-delà de l'intérêt de l'argent qu'ils ont coûté. Les détruire, c'est priver le pays d'un revenu. » Ce sont des mots qui sonnent particulièrement justes 200 ans après. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui, il y a eu toute une série d'études qui ont été faites sur l'économie du patrimoine. C'est qu'effectivement, la restauration du patrimoine a un coût, c'est clair, mais rapporte également, on voit les touristes, etc. Moi, je me souviens d'études qui avaient été faites sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur ce que rapportait à la région, en fin de compte, et à l'économie le patrimoine. Et c'est assez considérable. Non, il y a juste, je vais mettre un tout petit point que je voudrais souligner dans les thèmes de travail
travail qui ont été mis en place notamment par nos collègues du Centre national de recherche scientifique, le CNRS. Il y a 7 groupes de travail qui réunissent beaucoup de laboratoires. Et à vous écouter, il y en a un qui me venait à l'esprit, je pense que Thierry y a pensé aussi. Il y a un groupe de travail qui réunit plusieurs laboratoires sur la question de l'émotion patrimoniale. Voilà, c'est donc travailler un petit peu sur l'émotion créée autour de l'incendie de Notre-Dame, voilà, sous diverses formes. On a vu tout à l'heure dans le reportage, voilà, des gens qui s'exprimaient. J'ai fait beaucoup d'interviews au moment de l'incendie et c'était impressionnant de voir l'émotion qui se dégageait pas des catholiques, pas du tout, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment quelque chose comme si ça faisait partie de nous et pas seulement des Français d'ailleurs. Mais je crois que c'est aussi parce qu'on avait oublié que Notre-Dame de Paris était présente, on n'y entrait plus, on passait à côté sans la voir et puis tout à coup c'est quand un patrimoine est en déliquescence ou est en ruine que là tout à coup on a envie de se le réapproprier. On oublie parfois que le patrimoine est fragile. Est fragile, absolument. Et bien ce sera le mot de la fin parce que nous allons devoir refermer malheureusement ce numéro de Pour tout vous dire. Merci à vous Blanche Cerchiglini, Stéphane Deschamps et Thierry Zimmer d'être venus sur ce plateau. Merci pour ces échanges enrichissants et je vous remercie, vous qui nous suivez sur CGTN Français ou sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.